Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous bourse et investissement. Parlons cash bien sûr, c'est la dernière de la saison et oui, et nous sommes toujours avec nos spécialistes. Tara Bendo, bonsoir Tara. Bonsoir. Nos invités en plateau ce soir, Vincent Juvins pour ING. Bonsoir Vincent. Et à vos côtés, Michael Petitjean pour Waterloo Asset Management. Bonsoir Michael. Et alors que nous entrons dans la période la plus chaude de l'été, bien sûr, on va se poser une question. Faut-il en profiter pour faire une pause en bourse ? Que faire durant les mois de vacances ? Du côté des investissements, les marchés qui affichent d'ailleurs toujours des records. Le pétrole, lui, on va en parler aussi, est en baisse malgré un léger rebond, une belle dégringolade pour SpaceX. Et l'or également, on fera le point sur les cryptos. Mais tout d'abord, donc, direction les grandes places financières. Et on reste tout d'abord à Bruxelles. Les marchés ont gardé le cap. On retrouve Éric Joly depuis ABN AMRO. Une semaine qui a été marquée par pas mal de volatilité sur les différentes places boursières européennes. Mais entre l'ouverture lundi matin et les cours qui s'affichent ce jeudi vers midi, il y a peu de différence. Donc pas de très gros écarts par rapport à lundi. Les bourses européennes ont surtout été préoccupées par des craintes sur l'inflation et des indicateurs PMI décevants. L'action Argenix également sous pression. Après que le laboratoire a annoncé lors d'une présentation qu'il abandonnait le développement de Vyvgart pour la polymyosite pour se concentrer uniquement sur la dermatomyosite et l'IMNM. Cette décision réduit la population cible d'environ 10 000 patients, mais environ 60 000 patients restent accessibles. Alors aujourd'hui, le géant du prêt-à-porter H&M a également publié des résultats. Le groupe a réalisé une performance plus faible que prévu au deuxième trimestre. Le bénéfice opérationnel s'est élevé à un peu moins de 6 milliards de couronnes suédoises, qui étaient en dessous des attentes des analystes. Les ventes ont également déçu sur le dernier trimestre. H&M, on le sait, subit une forte concurrence de la part des enseignes à bas prix comme Shine, Primark ou encore le groupe Inditex. Semaine prochaine, on attend la publication des chiffres de Prosus. Ça, c'est prévu pour lundi. Constellation Brands mardi. Et puis, vers la fin de la semaine, ce sera au tour de Sodexo et de Pluxee. Voilà, merci. Éric Joly depuis ABN AMRO. Aux États-Unis, Wall Street a joué aux montagnes russes. L'IA continue bien sûr de porter le Nasdaq, tandis que les investisseurs gardent aussi un œil nerveux sur les taux et l'économie. On va retrouver Peter Tuchman. You know, look, it's been trading at record highs. Last week, we need to understand that Friday was an S&P rebalance. It was massive. It was the largest S&P number. It was the largest market on close number I've seen in my 41 years. We had 14 billion. On Thursday, we had $6 billion for sale in the close. And if you'll remember, it posted at 2 o'clock and the market went straight down. On Friday was the S&P rebalance and the option expiration. We posted $14 billion for sale, and the market refused to break. It broke a little, and then they did what's called window dressing. Window dressing is at the end of a quarter, at the end of a month, even though the end of the month is not till Tuesday, the big portfolio managers are being graded by their performance, okay? And so even though the market's been trading at record highs, we've had a couple of days where, you know, these are 1,000-point days. We are either up 1,000 or down 1,000. Look, obviously today the market is up big this morning because of Micron earnings, right? Up 18%. We've seen an amazing sell-off in oil up until today, you know, obviously because we're seeing a little bit of a dislocation from the Iran problems. Okay, and we're sort of just focusing on some economic data that's coming out. But the market is still it's not, look, on the downside, it's not very forgiving. And on the upside, it's irrational enthusiasm. So we are seeing these up 1,000, down 1,000 days. I think there's a lot of resilience in the market. The few days that we opened down, we did trade all the way back up. So I think we're focused on earnings once again. We're focused on the fact that oil is down from 110 down to $67. That's a huge move. Okay, I still think there's a lot left for the market to do.
The AI story is still alive and well. And when you see earnings like that with Micron, that's a big deal. Then you also have the president picking a few stocks that he likes, and that makes the market go up and down. So I think we're sort of in the corridor. We're in the middle of, we're coming to the end of the half. Okay, and it's really important to note, the end of the half tomorrow is the Russell reconstitution. And what you're seeing is that the mid-cap, small-cap stocks, whatever selling they're doing in the rest of the market, they're not dumping the market because the market is resilient and strong. They're rotating stocks into the mid-cap, small-cap, looking for value. That's the bottom line. And so I think, the market feels still strong. We're coming into the end of the month. Whether Monday or Tuesday, whichever is the last day, whether it's going to be closing with some window dressing, trying to get the high, or we see a little bit of profit taking from a really quite a spectacular month, I'm not sure which one we're going to see. We had another good year, you and me. On va parler maintenant des taux de devises et matières premières. Le dollar s'est renforcé, le pétrole a affiché un léger rebond malgré une forte baisse générale. On va retrouver Raphaël Goldwasser depuis Goldwasser Exchange à Bruxelles. Bonjour à tous, alors on va faire le point sur l'actualité au niveau des taux d'intérêt, des devises et des matières premières. Alors pour commencer avec les taux d'intérêt, parce qu'on constate cette semaine, c'est une grosse détente au niveau des taux, suite à cet accord entre les États-Unis et l'Iran. On a par exemple le 10 ans allemand qui rapporte 2,85%. Mais ce même emprunt, il y a un mois, à la mi-mai, devait offrir 3,2% pour trouver des investisseurs. Si on s'intéresse aux devises, parce qu'en tout cas, on remarque ces derniers jours, c'est la progression du dollar américain qui est à plus haut depuis le début de l'année, autour de 3% de progression par rapport à l'euro depuis le 1er janvier. On est également à plus haut depuis plus d'un an. Alors pourquoi est-ce que le dollar américain progresse tellement ces derniers jours? Il faut aller chercher la réponse du côté du président de la Fed qui a laissé entrevoir la possibilité d'avoir une hausse de taux cette année. Le marché ne s'attendait sans doute pas à ça. Et maintenant, le marché est pratiquement convaincu qu'il devrait y avoir une hausse d'ici à la fin de l'année. Au niveau des matières premières, là, on a pour le moment des records de chaleur ici en Belgique, mais au niveau des matières premières, on est très loin des records. On a par exemple l'once d'or qui a perdu 30% depuis ses plus hauts du mois de janvier. On est même passé sous les $4,000 l'once. On a l'argent qui est passé de $110 à plus ou moins $56 l'once. Ça fait une baisse de 50%. Et du côté du pétrole, si on regarde le baril de Brent, on est à des niveaux plus bas qu'avant le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Ça représente une baisse de pratiquement 40% depuis ses plus hauts du mois d'avril. Donc, grosse semaine compliquée pour les matières premières. Alors, pour la semaine prochaine, au niveau de l'actualité, on va suivre les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Ils seront publiés jeudi. Et il nous reste à vous souhaiter un bon week-end à tous. Mickaël Petitjean, peut-être une petite réaction. Voilà cette baisse de l'or qu'on avait vue en hausse ces derniers mois. C'est logique, c'était attendu? Mais écoutez, en fait, l'or, sa performance sur les 20 dernières années, elle a fortement dépendu de l'année 2025. Si vous enlevez l'année 2025, en fait, la performance de l'or n'est pas extraordinaire. Ouais. C'est un actif extrêmement volatile, qui rapporte rien. Nous, on n'est pas fan de l'or, même si tout à l'heure, vous verrez que on a quand même une orientation dans ce secteur-là d'une autre manière qu'en détenant de l'or physique. Mais des minières peut-être, des actions minières. Et pourquoi ça baisse aujourd'hui? Écoutez, vous savez, quand l'or ne rapporte rien, eh bien, le fait que vous pouvez investir dans d'autres actifs qui rapportent quelque chose, ce manque à gagner est d'autant plus élevé que les taux d'intérêt remontent. Or, aux États-Unis, les taux d'intérêt remontent. Et il faut savoir que l'année dernière aussi, il y avait quand même un facteur qui avait fort joué, c'était les actions menées par les banques centrales qui avaient acheté de l'or parce qu'elles veulent dépendre moins du dollar américain. Elles ont acheté de l'or. Et en fait, ici, comme l'or s'est renchéri, généralement, ce que vous voulez faire, c'est ne pas dévisser au niveau de votre monnaie, et donc vous avez tendance à vendre de l'or pour acheter votre monnaie domestique, pour ne pas qu'elle dévisse et que vous importiez de l'inflation. Voyez, donc c'est ces deux facteurs-là qui, à mon avis, sont des facteurs importants qui expliquent la déception pour les investisseurs en or.
Vincent Gévin, dans ce qu'on vient d'entendre aussi, c'est évidemment la baisse du prix du pétrole. Vu évidemment la détente au Moyen-Orient, qui reste fragile, mais en tout cas détente, évidemment, ça c'est une bonne chose, quelque part aussi pour l'économie. Alors elle reste fragile, vous le soulignez. Quand on voit les positions des partis en présence, on se demande bien comment est-ce qu'on trouvera un accord final. Et on dit souvent, quand il n'y a pas d'accord sur tout, il y a d'accord sur rien. Donc on verra, je pense. Un tanker qui a été touché dans le détroit d'Ormuz ce jeudi soir. Donc je dirais, je me garderai ici de toute euphorie pour l'instant, même si les choses vont potentiellement dans la bonne direction. Moi, je retiendrai de la semaine écoulée certainement le dollar. J'ajouterai aussi peut-être le dollar. Enfin, le dollar et l'or ont été négativement corrélés. Donc le dollar se renforce, l'or baisse, c'est finalement un scénario assez logique. Mais c'est la volatilité cette semaine. On va parler de technologie ce soir. Moi, j'ai vu la volatilité sur le secteur technologique. On peut très bien mesurer, notamment avec l'indice coréen, le Kospi, qui perdait 10% lundi, qui a repris quasi tout sur le reste de la semaine. Et cette volatilité sur les valeurs technologiques a réellement été une des thématiques de la semaine. Et c'est quoi, c'est des prises de bénéfices, volatilité? Alors des inquiétudes par rapport à la soutenabilité des investissements dans l'IA, par rapport aux valorisations du secteur. Donc les investisseurs ont un peu en début de semaine jeté le bébé avec l'eau du bain, je dirais. Encore une fois, le Kospi réagit souvent très fort. Une baisse de 10%, c'était assez important. On avait vécu la même la semaine d'avant. Depuis lors, l'indice a récupéré l'ensemble du terrain perdu. Ces deux valeurs phares de l'indice Kospi qui avaient particulièrement souffert, Samsung et SK Hynix, donc deux entreprises très fortement liées à cette thématique intelligence artificielle. Michael Petitjean, réaction sur l'IA? C'est un fait, il y a une concentration quand même du marché, mais qui n'est pas uniquement du marché américain. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que cette concentration autour des valeurs technologiques, elle est structurelle, elle est liée à l'évolution de nos économies, et elle est présente en Asie. C'est une autre forme d'IA, on est plus en amont, c'est-à-dire qu'on est dans la construction de l'infrastructure de l'IA, donc c'est plutôt les puces, la mémoire, le hardware. Mais vous savez, sur le MSCI, par exemple, Asie hors Chine, eh bien, il y a environ un tiers de la capitalisation de cet indice qui dépend de 3 sociétés. Eh bien, Vincent, on a cité déjà deux coréennes, Samsung, Hynix et également donc ça concerne les émergents aussi, TSMC Taïwan. Vous voyez, donc voilà. Alors, bon, on appelle ça émergent, mais enfin, Corée du Sud et Taïwan, moi, je ne considère plus que ce soit des pays émergents, mais bon, on a quand même une concentration qui est forte autour de ces valeurs-là. Et il faut faire avec. Je veux dire, il faut aller chercher une forme de diversification. Mais croire qu'en allant acheter des indices en Chine de manière un peu aveugle, on va diversifier son portefeuille. C'est-à-dire quoi? Il faut faire très attention, diversification, mais... Voilà, il faut faire attention à la diversification. Maintenant, moi, je considère quand même que malgré tout, la performance, notamment des marchés américains, n'est pas, cette année, dépendante de, par exemple, la performance des Magnificent Seven. Vous voyez, on est allé bien au-delà, parce que si vous regardez la performance des Magnificent Seven, on en parlera tout à l'heure, elle est quand même relativement décevante par rapport à la performance des grands indices comme le Nasdaq et le S&P 500. Vincent Gévin, une petite réaction sur la baisse de SpaceX. Donc, quelque part, c'était attendu? C'est une correction après l'entrée en bourse? Oui, c'est un phénomène relativement normal après une IPO, et certainement une IPO de cette taille. Il y avait eu beaucoup d'engouement. On a vu finalement un peu cet engouement se déboucler cette semaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment le futur n'est pas positif pour la valeur. Je ne m'exprimerai d'ailleurs pas avec conviction particulière sur celle-ci. On voit qu'historiquement, les grandes IPO de ce type, dans les 12, 24, 36 mois qui suivent la mise sur le marché, affichent plutôt des performances positives par rapport au reste du marché, même s'il y a finalement généralement ce contre-coup dans l'année qui suit l'IPO, qui est là un petit peu plus difficile, et on a cette configuration qui s'installe. On sait qu'il y avait énormément de spéculation à l'achat sur la valeur lorsqu'elle a été mise sur le marché. On a ici une normalisation des choses. Ça ne remet pas en question le business model de SpaceX. SpaceX a par ailleurs aussi annoncé une grosse émission obligataire cette semaine, ce qui est peut-être aussi venu un peu troubler les investisseurs exposés à la valeur. Il y avait des arbitrages à faire, soit l'obligation, soit l'action. Certains ont peut-être été tentés cette semaine plus par l'obligation que par l'action. Michael Petitjean, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes autour de SpaceX, et voilà, quelque part, il y a un tour de balancier là après. Oui, mais écoutez, SpaceX, d'abord, c'est de bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on a un dynamisme au niveau des introductions en bourse. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus connu ça, donc ça, il faut quand même l'accueillir positivement. Mais c'est vrai que la littérature académique, en fait, a montré que les investisseurs retail, donc les monsieur et madame tout le monde, si vous voulez, ne devraient pas participer à ces introductions en bourse parce qu'ils réagissent de manière trop
affective, de manière trop émotionnelle, aux grandes variations de cours, qui d'ailleurs se répètent ici dans le cas de SpaceX. Et donc, quand les cours montent quelque part, on se dit ça va aller, ça va continuer à monter. Quand ils baissent, on panique, on vend. Donc, il y a des mécanismes de vente et d'achat qui sont effectués au très mauvais moment. En bourse, finalement, c'est un sentiment qu'on peut avoir de manière Oui, générale mais les aussi. professionnels, si vous voulez, les professionnels ont quand même plus de capacité à gérer leurs émotions. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc à gérer les introductions en bourse de manière un peu plus raisonnable. Les investisseurs retail, c'est pas le cas. Et donc nous, le conseil qu'on donne, même si on avait pu participer à cette introduction en bourse SpaceX, qui était quand même relativement fermée. Possible en Belgique. Non, c'est très fermé. Même si on avait pu, on ne l'aurait pas fait. Parce que ce sont des introductions en bourse qui sont quand même extrêmement volatiles. Et c'est souvent les montagnes russes, et ça se confirme ici. Il y a très peu de flottants finalement, il n'y a que 4%. 4-5% qui sont dans le flottant du capital total entreprise qui est vraiment en bourse. Tout le monde veut se l'accaparer. Alors même s'il y a beaucoup de fonds indiciels, des trackers qui devaient encore le récupérer maintenant, comme le Nasdaq 100, ça restait quand même assez volatile. Oui, je pense que c'était lié aussi. C'était une stratégie qui a été suivie pour créer un effet de rareté aussi. Le fait que l'entreprise justement va sur le marché demander des capitaux maintenant, veut faire un emprunt. Oui, cette conjonction d'appel au marché. Oui, c'est un peu un mauvais signe. On ne fait pas de bénéfice si on demande encore une ligne de crédit en plus de l'introduction en bourse. Ça je comprends pas trop. Maintenant, nuançons les déconvenus de SpaceX. On est quand même toujours à plus 12-13% depuis l'introduction en bourse. Donc ça reste quand même, en l'espace de 2 semaines, quand même quelque chose qui est positif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des appels au marché multiples d'ailleurs, il n'y a pas que SpaceX, on voit que Anthropic, OpenAI, Google, Meta font appel de manière différente Revolut, au marché. bientôt, Flixbus. Donc il y a vraiment beaucoup de sollicitations des investisseurs. Il faut pouvoir que les marchés puissent absorber ceci. Eh bien, on va passer tout de suite à l'actu portefeuille. Vincent Juvins, évidemment, on sait que investir, c'est sur du moyen et du long terme, mais dans la situation actuelle, voilà, peut-être la détente aussi au Moyen-Orient. Il y a des arbitrages qui sont procédés, voilà, des in et des out. Qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out? Oui, certainement. Alors, on a traditionnellement, quand on a un métier de stratégiste, des comités d'allocation, je dirais mensuels. On vient d'avoir en tout cas celui de mi-année cette semaine, et on a décidé déjà de ne pas décider sur les grandes orientations avec classes d'actifs. C'est-à-dire que dans un fonds diversifié pour un profil balancé, on est à 50% en actions, 50% en obligations. Ne voulant pas prendre de biais directionnel, on est quand même toujours dans un environnement qu'on pourrait qualifier de stagflationniste. Alors peut-être que les choses s'arrangeront si le conflit au Moyen-Orient s'arrange, mais en attendant, on a plutôt une croissance qui est à la baisse et une inflation qui est en hausse. Sur les marchés, ça se traduit par une corrélation élevée entre les classes d'actifs. Donc on n'a pas voulu prendre de paris directionnels, mais plutôt chercher des opportunités au sein de celles-ci. Dans les obligations, vous avez été chercher, quand on le voit sur votre premier graphique, au niveau des arbitrages, qu'il y a pas mal d'offres au niveau des titres à revenus fixes supérieurs à 4%. Certainement. Et là, c'est un graphique que j'aime beaucoup et que je voulais partager ce soir. En effet, ça montre ici la pourcentage des marchés obligataires mondiaux qui affichent un rendement de 4% et plus. Alors 4%, c'est pas anodin, c'est le niveau de l'inflation en Belgique, donc c'est le niveau minimum de rendement qu'il faut pouvoir générer sur un titre à revenu fixe pour ne pas perdre de l'argent. Évidemment, oui. On n'avait plus vu autant de titres à revenu fixe qui affichaient un tel rendement depuis 20 ans. On a eu une forte remontée des taux depuis le début de l'année et en fortiori depuis le début du conflit en Iran. Donc il y a à nouveau du rendement sur ces marchés obligataires. Alors en orange, il y a encore évidemment une large part du marché américain qui est peut-être pas la part... Qui avait plus depuis longtemps en fait. En effet. C'est peut-être pas celle-ci sur laquelle je me concentrerai parce qu'il y a évidemment des coûts de couverture dont il faut s'attuer. Mais regardons par exemple la partie obligations d'entreprise ou obligations émergentes. Voilà deux poches avec lesquelles il est possible de générer du rendement aujourd'hui dans la poche obligataire. Donc on est plutôt enthousiaste pour la seconde partie de l'année parce qu'il y a vraiment moyen de diversifier un portefeuille aisément, notamment avec la poche obligataire. Votre deuxième graphique, c'est sur l'exposition à la Chine. Oui. Diversifier de la tech à la santé. Oui, alors bon, on ne sera peut-être pas 100% d'accord avec Michael ce soir sur ce sujet. Alors on cherche évidemment à continuer à être exposé à la thématique intelligence artificielle, mais on cherche à se diversifier dans notre exposition à cette thématique. Alors, on voit à gauche que la Chine fait mieux au niveau technologique que le Nasdaq, que les valeurs américaines. Alors, il y a un risque important, notamment par rapport à la filière intelligence artificielle, on l'a vécu il y a 2 ans, c'est le lancement de DeepSeek, c'est-à-dire que la Chine, qui est réellement le challenger dans le déploiement de l'IA, face à un moment mieux que les États-Unis,
On peut avoir des surprises. Donc on a souhaité à cet égard se diversifier et être présent sur les deux marchés. Et on peut voir que cette année, la Chine, meilleur marché que le Nasdaq, surperforme les États-Unis. Donc voilà une manière en tout cas de se diversifier d'un point de vue régional sur la thématique IA, même si évidemment on parle toujours d'IA et de technologie. Et là je rejoins Michael sur le fait qu'on ne se diversifie pas d'un point de vue sectoriel mais bien régional. Là où on se diversifie d'un point de vue sectoriel, c'est d'aller évidemment toujours fidèle à cette idée, on veut être exposé à cette thématique IA, alors regarder les secteurs qui l'intègrent dans leur business pour disrupter leur propre secteur. Et c'est notamment le cas des soins de santé, où depuis les vaccins Covid, il est très clair que l'IA a été un élément déterminant de la rapidité des vaccins sur le marché. Et on voit que maintenant, notamment dans des domaines comme la radiologie, l'IA est fort utilisée pour détecter notamment des cancers sur des radiographies. Et alors pour finir, vous passiez, en parlant d'arbitrage, de l'énergie, vous laissez les énergies fossiles, compagnie pétrolière, et vous passez sur plus de renouvelables. C'est le troisième graphique que vous montrez. Je trouvais que c'était finalement quelque chose d'assez intéressant, qui est peut-être un petit peu contre-intuitif, mais c'est vrai qu'avec la remontée des prix pétroliers qu'on avait vu cette année... la chute qu'on a vue maintenant, c'est une conséquence de la détente aussi au Moyen-Orient? Non, pas spécialement, parce qu'on voit que ce mouvement est amorcé depuis un temps. Si le graphique, en effet, apparaît à l'écran, on le verra, ou en tout cas, ce sera partagé par la suite. On voit que les énergies renouvelables, après chaque crise énergétique, ont réellement le vent en poupe. Les énergies renouvelables, il ne faut pas l'oublier, elles sont nées dans les années 70 lors des chocs pétroliers. On a vu un phénomène d'accélération depuis les années 70. On peut le voir très bien à droite. De ce graphique. On voit la part des renouvelables dans notre mix énergétique augmenter. À partir de 2010. Oui. Et à gauche, on voit surtout le phénomène qu'on a pu voir cette année, c'est-à-dire les renouvelables qui prennent l'ascendant par rapport au secteur des énergies classiques. Et on voit que partout, les décideurs politiques tentent de faire face à cette crise énergétique en soutenant la population, en ayant des incitants fiscaux ou budgétaires, notamment pour des pompes à chaleur, isoler sa maison, que sais-je. Et puis on voit aussi que les Belges comme les Européens retrouvent un intérêt notamment pour les voitures électriques. Alors les opportunités dans cette filière Climate Tech, elles sont malheureusement pour nous, à nouveau, pas spécialement en Occident ou en Europe, mais surtout en Chine, leader de la voiture électrique, leader des technologies climatiques. Donc c'est ce qui nous amène également dans les pays émergents en termes d'exposition régionale. Et voilà en tout cas des arbitrages qu'on a confirmés cette semaine. Et certainement à la faveur de la détente des prix pétroliers, notre intérêt va structurellement vers ces énergies renouvelables. Merci Vincent. De votre côté, Mickaël, Petit-Jean, est-ce qu'il y a des in, des out, arbitrages qui ont été Oui, on a effectivement en fait... un peu allégé notre exposition aux valeurs technologiques et en particulier aux semi-conducteurs. Donc on avait effectivement investi dans deux sociétés qui ont extrêmement bien performé, il faut être honnête. Intel et Micron qui sont maintenant depuis le début de l'année à plus de 200% de performance. Et donc là, évidemment, je pense que c'était naturel d'alléger. C'est-à-dire qu'on n'a pas totalement coupé. C'est une petite prise de bénéfice, quelque part. C'est une prise de bénéfice, c'est une réduction de notre exposition. Pour des raisons assez logiques, je pense que ce sont deux sociétés pour lesquelles il y a encore quand même pas mal d'attentes auprès des analystes financiers. Et on avait déjà bien profité de la hausse. Et donc, je pensais que c'était logique de diminuer l'exposition. Et on en a profité pour... augmenter alors à ce moment-là notre exposition qui était déjà présente dans le secteur bancaire. C'est le deuxième élément qui est dans le graphique, la deuxième colonne, avec trois banques. Banco Santander, qui est évidemment une banque européenne, mais qui a des activités aussi en Amérique latine, avec une exposition donc géographique diversifiée et avec des rendements en fait assez stables, des sources de revenus assez stable et assez diversifié. C'est un peu le cas des trois banques qu'on a sur l'écran. Et la deuxième banque, c'est une banque américaine, c'est Bank of New York Mellon, qui a aussi des valorisations intéressantes. Ces trois banques-là ont des valorisations intéressantes. Et il faut savoir que la troisième aussi nous permet d'avoir une exposition sur le Japon. On a toujours été positif maintenant depuis 3 mois sur le Japon. Et en investissant dans la banque Mitsubishi Financial Group, on a voulu approfondir notre exposition sur le marché japonais avec également une forme de quantification de la courbe des taux et des marges d'intérêt qui sont plus importantes. Et on a alors également de nouvelles prises de position, 3 nouvelles prises de position dans des sociétés qui sont actives dans... Trip.com notamment. Il y a Trip.com qui est une plateforme de voyage en Chine.
Donc, et on mise un peu sur effectivement le rebond des voyages touristiques liés notamment à la baisse du prix du pétrole, avec des voyages aériens qui seraient plus fréquents. On a également Carnival Corporation, qui est une société qui est tournée vers les croisières de luxe. Et là donc aussi, là, on est dans la thématique voyage. Voilà, alors c'est ce qu'on appelle le secteur de la consommation discrétionnaire. Ouais. Donc on mise sur une forme de rebond de la consommation discrétionnaire. C'est une société en fait qui est cotée au départ en Floride et au Royaume-Uni. Donc 2 sièges au Royaume-Uni aussi. Et enfin, vous avez, on en parlait tout à l'heure, une minière qui est une société... Malgré tout, malgré la baisse de l'or. Mais justement, parce qu'en fait, il faut savoir que l'or a baissé de 25% depuis son plus haut, et les minières ont baissé d'environ 35% depuis leur plus haut. On est relativement sous-pondéré dans ce secteur-là, donc on voulait quand même ne pas non plus trop décrocher dans ce secteur-là, et on a misé sur cette société-là qui offre aussi une opportunité de diversification, puisqu'elle est aussi active en Finlande, au Mexique aussi et en Australie. Merci Mickaël. Tara, on va parler des équipementiers. Évidemment, il y a un effet mondial, football, et certaines marques reviennent un peu plus à la une, et notamment Nike. Oui, alors il faut savoir que la Coupe du Monde, il y a 48 équipes qui vont s'affronter. Il y a un vrai match dans les coulisses qui oppose Nike et Adidas pour les maillots, la visibilité. Et c'est vraiment des milliards d'euros. Alors il faut savoir que pour le score actuel au niveau des équipementiers, c'est Adidas qui a 14 équipes, Allemagne, Argentine, Espagne, et qui fournit même le ballon officiellement. Et alors, Nike a 12 équipes, la France, le Brésil, l'Angleterre. Alors il y a plutôt Adidas qui joue sur la nostalgie, avec une campagne sur des anciennes légendes, avec Zidane, Beckham et autres, et Messi. Et puis Nike qui répond avec une campagne plutôt ultra-moderne, avec plutôt des plus jeunes, avec Mbappé, et même Kim Kardashian, dont l'a vu dans la vidéo. Il faut savoir que Nike fait 66% de son chiffre d'affaires via des baskets. Pour Adidas, c'est 56%. Sauf que Nike, depuis quelques temps, vend beaucoup moins. C'est beaucoup moins la mode, les grosses baskets, les grosses américaines. Et notamment en Chine. Et notamment en Chine, il faut savoir qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce marché. On a vu des marques différentes arriver, comme On, avec Federer, la marque suisse, Oka, et d'autres marques. En Chine, ils sont en perte de vitesse complète. Même en Occident, on est plus pour les chaussures plus légères, modèles terrasse, qui sont plutôt des Puma et des Adidas. Et donc là, il y a vraiment une très très forte baisse au niveau des ventes. Surtout qu'en plus de ça, chaque fois que Nike sort un modèle, eh bien, il y a du surstockage, et donc très vite, il y a des rabais sur les nouvelles chaussures, et donc les gens se disent pourquoi je vais acheter une chaussure 150, 200 euros, alors que dans 1 ou 2 mois, ce sera 30% ou 50% moins cher. Alors ici, maintenant, avec le mondial, Nike pourrait peut-être récupérer son retard sur Adidas en bourse, parce qu'on voit qu'il y avait vraiment une différence au niveau des graphiques entre les deux. Alors pour les maillots, on s'attend quand même à ce que Nike vende quand même plus de maillots qu'Adidas. On parle de 12 millions, ça fait 1,5 milliard de dollars. Mais ça ne suffira peut-être pas pour Nike pour revenir dans le game. Comme je disais, il y avait une perte de vitesse sur le marché chinois, et puis aussi dans ses marges aussi, qui sont en baisse par rapport au passé. Alors, et Nike est toujours avec un price-earning ratio autour de 27-28 par rapport à Adidas. D'ailleurs, les analystes sont plutôt conservateurs, voire prudents sur la valeur. Ouais, le mondial, un enjeu évidemment capital pour les marques. Que faire cet été justement au niveau de la bourse, au niveau des investissements? On en parle juste après ceci. À tout de suite. Vendre en mai et revenir en septembre, ce dicton est-il toujours valable? L'été, les marchés, on le sait, ont tendance plutôt à ralentir, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on observe en ce début d'été. Et malgré une série d'événements de type signe noir, les marchés les ont plutôt ignorés pour continuer à progresser, pour battre record sur record. Alors même si le conflit au Moyen-Orient semble se calmer, cela reste un peu fragile. Les valorisations stratosphériques de quelques valeurs de la tech américaine ou l'explosion des dettes publiques restent évidemment un univers incertain. Alors faut-il continuer à investir malgré cette volatilité, se réfugier vers l'or, les obligations, le cash, réduire le risque et privilégier une stratégie attentiste? On va bien sûr en parler avec nos
nos invités en plateau. Mais tout d'abord, Tara, on va dresser le cadre, évidemment, de la discussion. Oui, en fait, il faut savoir qu'en Europe, les marchés européens, quand on regarde le CAC 40, plus 3,5% depuis le début de l'année, ou en Allemagne, plus 2%, moi je prends les deux pays qui tirent l'économie européenne, on va dire ça va. Par contre, aux États-Unis, on voit qu'on a déjà bien grimpé. Le SP 500, avec un petit retrait, parce qu'on a déjà été plus haut, on a 6,5 depuis le début de l'année, plus 6,5%. Et alors le Nasdaq 100, plus 16% depuis le début de l'année. Et là aussi, on a encore reculé. Donc, ce sont déjà des performances assez impressionnantes. Peter le disait, on a eu vraiment un bon premier semestre même incroyable. Alors, est-ce qu'il faudrait se retirer? C'est ce que se posent beaucoup de personnes. Prendre son cash, sortir. On voit surtout les investisseurs de type value, comme par exemple tous ceux qui suivent Warren Buffett savent très bien que son fonds principal, le Berkshire Hathaway, on est à 400 milliards de cash, c'est du jamais vu, même si pour l'instant, il y a vraiment une différence de performance entre son fonds et l'SP 500, la différence de performance n'a jamais été aussi grande. Il faut savoir que rater les meilleurs jours, ça coûte cher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris un graphique. Alors, si on élargit la perspective, le SP500 a clôturé en progression ces dernières années 3 fois sur 4 en hausse, avec une augmentation moyenne de 21% par an. Et dans les mauvaises années, on a reculé en moyenne de 14%. Alors, si on élargit ça au MSCI World, entre la fin 2000 et la fin 2025, on a bénéficié d'un rendement total de 357% si on reste dans le marché. En revanche, quand on regarde le tableau, ce rendement n'a été que de 147% pour ceux qui ont raté les 10 meilleurs jours. Donc en sortant du marché, on voit qu'on perd pas mal de pourcentage de performance si on est en retrait et qu'on attend. Je comprends maintenant que certains sont sceptiques, mais il faut savoir que finalement, dans le marché pour l'instant, il y a deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui sont sur le marché américain et qui parient sur l'économie américaine. C'est vrai que la résilience, comme disait Peter, américaine est assez importante dans pas mal de domaines. Et puis les marchés émergents qui sont cotés, ils sont surtout pas négligés. Et on a l'impression que l'Europe est un petit peu en retard, même si les valorisations sont plus attrayantes en Europe. L'Europe coûte beaucoup moins cher, mais on n'a pas de vrais leaders, à part un ou deux comme ASML ou SAP, qui peuvent tirer vraiment votre portefeuille. Michael Petitjean, est-ce qu'il faut rester investi durant l'été? On dit souvent qu'il faut rester investi sur du long terme. Donc est-ce que se retirer, en tout cas, peut-être prendre des bénéfices quand même? Non, il faut rester investi. Il faut rester investi. Pourtant, vous prenez des bénéfices dans mais votre fonds, mais vous le réinvestissez. Ce qu'on peut faire, c'est quand il y a un choc durant l'été, et c'est vrai qu'il arrive que les étés soient volatiles. Ça, on a déjà connu des étés volatiles. Rappelez-vous le choc un peu du carry trade au Japon, où les bourses quand même avaient dévissé très rapidement. C'était il y a 2 ans, je pense, pendant l'été. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est si on a du cash, c'est plutôt profiter de ces trous d'air, je dirais. Quand il n'y a pas de raison fondamentalement structurelle de s'inquiéter, un événement qui viendrait changer la donne sur le plan macroéconomique, il faut plutôt en profiter pour alors investir son cash lorsqu'il y a des poches d'inefficience qui peuvent surgir. Est-ce que c'est le bon moment durant l'été? Pourquoi ce serait le bon moment? Oui, mais vous savez, à l'heure actuelle, les rapports cours-bénéfices sur le S&P 500 sont plus bas qu'ils ne l'étaient à la fin de l'année dernière. C'est ce qu'on voit sur... vous avez apporté un premier graphique. C'est le premier graphique que j'ai apporté. En fait, quand on regarde l'évolution du rapport cours-bénéfice au cours des 20 dernières années, on est haut. On peut pas nier le fait qu'on est haut. Mais sur les 5 dernières années, on n'est pas particulièrement élevé. On est aux alentours, on va dire, de 20, 21, aux alentours de même 20, à un moment donné. Vous savez, on est allé à 22, même 22,5. Donc il y a encore une capacité de ce qu'on appelle d'avoir des multiples qui montent. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que sur les 2 dernières années, sur le S&P 500, la croissance du S&P 500, le rendement du S&P 500 sur les 2 dernières années s'explique parfaitement par la croissance des bénéfices.
Donc, cette croissance du S&P 500 n'est pas sortie de nulle part. Rappelez-vous les discours apocalyptiques qu'on a entendus au cours des 2 dernières années. Les bénéfices enregistrés, ils sont là, ils sont enregistrés aujourd'hui. Eh bien, la performance du S&P 500, elle s'explique par la croissance des bénéfices. C'est pour ça que on voit les flux nets de capitaux qui vont vers les États-Unis. Sur votre deuxième graphique, on voit que ce soit sur les actions américaines, mais aussi sur les obligations. Voilà, on a eu un mouvement très fort des obligations. L'année dernière, quand il y a eu ce mouvement de baisse des taux, il y a eu l'afflux des flux obligataires aux États-Unis parce qu'on anticipait une meilleure attractivité du marché obligataire. Quand les taux baissent, les prix des obligations augmentent. Et on voit très bien que le relais a été pris par des flux rentrants aux États-Unis liés au marché des actions. C'est la courbe bleue. Et ce mouvement est extrêmement marqué parce que si vous regardez bien, le mouvement haussier sur la courbe bleue dépasse tout ce qu'on a observé sur les 20 dernières années. Donc les flux rentrants sur le marché américain sont très impressionnants sur le marché des actions et sont liés à la très bonne performance. C'est l'effet croissance des bénéfices. C'est l'effet croissance des bénéfices, j'insiste là-dessus. Parce que ce n'est pas sorti de nulle part. On a une croissance des bénéfices de 28% sur le premier trimestre, voyez. Les croissances anticipées sur le deuxième, troisième, quatrième trimestre, c'est plus de 20%. C'est quand même quelque chose de relativement unique dans l'histoire financière sur les 20 dernières années, voyez. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'on soit trop optimiste. Il faudra voir si le trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, effectivement, donne de bons résultats et confirme les attentes. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, moi j'estime que c'est tout à fait justifié. Oui. Vincent Juvin, quel est votre avis durant l'été? Que faire? Voilà, généralement, il y a un petit peu moins d'échanges, certainement. Est-ce qu'il faut rester investi? Est-ce qu'il y a des opportunités à prendre aussi pendant l'été? Je dirais qu'il n'y a pas de stratégie spécifique à l'été. Il faut voir la stratégie par rapport à soi-même. Est-ce qu'on a besoin de liquidité pendant l'été? Alors, si on souhaite partir en vacances avec les carnivals et autres qu'a recommandé Michael, il y a peut-être un petit peu de cash à retirer, il y a un peu de bénéfices à prendre. Mais si on n'en a pas besoin, évidemment, il faut rester investi. Je dis souvent, le principal risque, c'est de ne pas en prendre. Aujourd'hui, en Belgique, on a une inflation à 4%. Alors, la rémunération de l'épargne, elle augmente, notamment chez ING, où les comptes épargne ont été revalorisés énormément, mais ça ne fait pas 4% par rapport à l'inflation. Donc si on ne fait rien, il y a quand même eu 200 millions qui ont été investis dans les bons d'État à 1 an, à 2%. Donc on voit son patrimoine s'éroder. Donc rester investi, c'est le sens si on n'a pas besoin d'argent, sinon c'est perdre de l'argent. On a une fausse impression finalement de certitude ou de sécurité qui n'est pas là. Rester investi, c'est bénéficier de ces mouvements de marché qui peuvent être tantôt volatiles en été. On a eu parfois dans ces périodes un petit peu avec moins de volume, en effet, parfois des à-coups de volatilité. C'est justement parce qu'il y a moins de volume qu'il y a plus de volatilité durant l'été? Un mouvement peut être amplifié, évidemment, lorsqu'on a des marchés où il y a moins d'échanges. Et c'est clair qu'on pourrait avoir des périodes de volatilité plus importantes. Mais enfin, la volatilité peut être bénéfique. Regardons ce qu'on vient de traverser ces 2 dernières semaines. On a eu des mouvements tout à fait erratiques sur certaines bourses. On a évoqué le cas du Kospi, notamment, plutôt dans cette émission. Néanmoins, les investisseurs sont aujourd'hui toujours sur les performances positives. Ce qu'a évoqué Tara par rapport à la performance du MSCI monte depuis 25 ans et le fait de rater les meilleurs jours. Les meilleurs jours, ces dernières semaines, on en a eu. Et Dieu sait qu'on est dans une configuration où on associe plus maintenant qu'auparavant, parce qu'on avait évidemment le locataire de la Maison Branche qui alimente cette volatilité. Tantôt le détroit d'Ormuz est ouvert, tantôt il est fermé. On a évidemment des impacts sur les différentes variables boursières qui sont immenses d'un jour à l'autre. Donc, rester investi, mais rester diversifié. Je pense que j'ai pu évoquer dans les arbitrages que nous réalisons chez ING, qui a aujourd'hui des opportunités tant dans les marchés d'actions que dans les marchés obligataires. Donc, rester investi, ça ne veut pas rester investi avec tout son patrimoine sur le Nasdaq. Ça, c'est évidemment pas le message que je donnerais. Mais aujourd'hui, de manière diversifiée, il y a certainement des opportunités à prendre et à maintenir en portefeuille. Vincent, vous aviez apporté un graphique pour faire justement le lien, la corrélation entre les actions et les obligations, 2 actifs évidemment complètement différents. Oui. En parlant de l'environnement stagflationniste. Alors, c'est la difficulté du moment. Je dis évidemment rester diversifié. D'abord, rappelez ce que c'est la stagflation. Oui, stagflation, stagnation économique plus d'inflation. On a finalement pas connu ce genre de période puisque c'est le cas pour l'Europe. La seule vraie période de stagflation furent les années 70. Je parle à côté d'un professeur d'université. Donc voilà. 2022, on en a eu finalement un petit avant-goût, mais ce n'était pas vraiment une période de stagflation. Et maintenant, ça laisse penser, il faudrait que ce soit plus durable que pour être qualifié à proprement parler de stagflation.
Sur les marchés, ce risque stagflationniste qu'on vit pour l'instant se caractérise par une augmentation de la corrélation entre actions et obligations. On le voit à gauche et on le voit notamment à droite où on a les performances boursières d'un portefeuille diversifié sur différentes années. J'ai identifié 2 années, 2022 qui fut réellement pour les investisseurs un annus horribilis, en ce sens que les marchés d'actions ont perdu 20% et les marchés obligataires ont perdu 15%. Donc la diversification traditionnelle n'a pas fonctionné. Moi, je l'ai dit souvent, j'utilise cette métaphore. Imaginez, vous êtes une PME, c'est la manière dont on gère un portefeuille. Vous vendez des parapluies pour quand il pleut, des parasols pour quand il fait beau. Ouais. Et a priori, comment ça se fait que ça ne marche pas alors? Voilà, les parasols, c'est les actions, les parapluies, c'est les obligations. Et là, personne ne veut des deux produits, donc on est challengé. Par contre, en 2026, maintenant, cette année-ci, les actions, ça marche. Qu'est-ce qui a changé en 2022, Tara ? Fin 2022, lancement de ChatGPT. On est depuis 2023 dans une économie drivée par l'intelligence artificielle. On voit que la moitié de la croissance aux États-Unis est drivée aujourd'hui par les investissements colossaux en data center. Et ce qui a quand même soutenu cette croissance bénéficiaire que tu évoquais, Michael, cette année, c'est évidemment largement aussi le secteur technologique et tout son complexe. Ce qui fait que dans ce contexte stagflationniste, on a un secteur qui défie la gravité et certainement le secteur technologique et associé qui aujourd'hui fonctionne évidemment assez bien. Oui, parce que ce qu'il faut bien expliquer aussi, c'est que l'IA, pour beaucoup de gens, ça reste la techno. Mais c'est bien plus large. Mais les data centers, il y a un ruissellement, puisque il faudra construire, donc l'industrie du bâtiment, de l'électronique, tout ça va évidemment ruisseler vers d'autres secteurs qui vont en profiter aussi. Un exemple, Caterpillar, qui aujourd'hui ne vend pas spécialement beaucoup de camions et beaucoup de grues, mais vend notamment des unités de générateurs pour alimenter les data centers. Ça fonctionne très bien. Voilà une valeur industrielle qu'on ne penserait pas liée à l'intelligence artificielle et qui pourtant en bénéficie. J'oserais dire quelque part que le secteur bancaire ou le secteur des services plus généralement, c'est une révolution générale, évidemment son efficacité, son efficience, sa profitabilité augmenter avec le déploiement de ce genre de solutions. Michael, vous avez apporté un 3e graphique sur les 7 magnifiques que vous avez retiré pour voir un petit peu que cette année-ci, c'était pas leur année en fait. Exactement, c'est-à-dire que on ne peut plus dire aujourd'hui que les grandes capitalisations, les méga capitalisations, les Mag 7, Mag 8, fondamentalement, ce sont ces valeurs-là qui tirent le marché vers le haut. Donc ici, ce qu'on voit, donc la première performance, c'est le SP500, 100, la courbe qui est la plus élevée, là, c'est 100, les 7 magnifiques. On voit que c'est la meilleure performance, vous voyez. Et donc, quand on incorpore les 7 magnifiques, c'est la 2e courbe, c'est le S&P 500 normal. Et quand on se focalise uniquement sur les 7 magnifiques, on est en territoire négatif. On a parfois une fausse image. Oui, on a une fausse image. Et en fait, même sur les rapports cours-bénéfices, en fait, on a une fausse image. Il y a une très très grande diversité des rapports cours-bénéfices en fait, au sein de cette société-là. Est-ce qu'ils ne vont pas être remplacés par ce qu'on appelle maintenant déjà à New York les mangos, donc Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX, donc, qui regroupent des acteurs clés de l'IA, des semi-conducteurs et des infrastructures informatiques et des modèles de langage, parce qu'ils sont vraiment, qui font un autre écosystème et qu'on va passer donc, de cette magnifique justement à ces mangos liés autour de cette thématique de l'IA. Oui, mais sans doute. Simplement, j'attire l'attention sur le fait qu'on change parfois de dénomination pour essayer de regrouper des entreprises qui potentiellement vont mieux fonctionner que d'autres. De nouveaux leaders. Voilà, de nouveaux leaders. Mais enfin, moi, j'aime bien m'attacher à des dénominations qui ont un minimum d'historique pour pouvoir un peu me retourner dans le passé et me dire qu'il y a une forme d'enseignement qu'on peut tirer du passé ici. Parce que l'introduction en bourse de OpenAI qui va arriver sous peu et d'Anthropic, ça va attirer aussi beaucoup de capitaux. C'est clair. Il y aura aussi des arbitrages. Voilà. Maintenant, vous voyez, sur les Mag 7, il y a des ETF. Donc, on a un ETF sur le Mag 7. On peut éventuellement acheter les Mag 7 d'un coup sur la dénomination. Les mangos. Les mangos, il n'y en a pas encore d'ETF. Donc, mais voilà, j'attire l'attention sur le fait qu'il faut quand même essayer de faire attention à ces investissements ciblés sur quelques entreprises qui se ressemblent quand même un petit peu. Il y a relativement peu de diversification, il faut quand même faire attention. Oui, je pense qu'il faut quand même être prudent. Mango ou Mag 7, on intègre finalement dans un même concept, une même basket, des entreprises qui sont fortement hétérogènes, qui sont parfois concurrentes. C'est très on sent bien qu'elles ne vont pas fonctionner toutes de la même manière et la sous-performance. Il y aura des gagnants et des perdants dans le secteur. Il y a évidemment des différences entre Tesla et Microsoft et ainsi de suite. Des corrélations qui vont OpenAI et
les sens. Ce sera une bataille évidemment violente entre ces acteurs et que évidemment l'un l'emportera et pas les deux. Donc c'est vrai que voilà, prudence avec ces acronymes, abordons les choses plutôt entreprise par entreprise et sur base sectorielle pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. D'une manière plus générale, quels sont les risques à surveiller cet été ? Alors le premier risque que je mets en avant, c'est quand même les taux, les taux d'intérêt. Alors là, on a une détente, c'est une bonne nouvelle. Mais néanmoins, il ne faudrait pas que les taux soient trop tendus. Le marché obligataire n'a quand même pas été porteur, n'a pas été très porteur cette année. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveau des tensions au niveau des taux. Je pense que le fait que le dollar se renchérisse actuellement est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est effectivement un effet mécanique lié à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Néanmoins, cette hausse des taux d'intérêt, elle pourrait éventuellement casser la croissance. Mais c'est ce qu'on ne voit pas dans le renchérissement du dollar parce qu'il est tellement fort qu'on peut se dire que le marché anticipe, je dirais, une bonne digestion de cette hausse de taux sans qu'elle casse la croissance. Et il ne faudrait pas effectivement que cette augmentation des taux d'intérêt soit liée à des anxiétés, à une forme d'inflation qui deviendrait trop pérenne. Moi, c'est le facteur qui je dirais, m'inquiète un peu le plus. Vincent Juvin, vous voyez d'autres sources d'inquiétude à surveiller, d'autres risques à surveiller cet été ? Bon, les taux, c'est la clé, c'est ce qui cristallise quelque part un petit peu les autres risques. Ça veut dire le taux intègre finalement le risque inflationniste qui est évidemment lui-même dépendant de la situation, notamment au Moyen-Orient. Donc c'est vrai que finalement le taux est certainement un peu le juge-arbitre de la performance des marchés dans les semaines et les mois à venir. Bon, au-delà de ça, dans les jeux d'éléments également plus concrets, plus tangibles, on a quand même toujours 2 conflits géopolitiques majeurs qui sont ouverts, notamment celui qu'on oublie encore trop souvent, mais à nos frontières en Europe. Donc c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une déconvenue à ce niveau-là. Et puis, n'oublions pas qu'on a des bourses qui sont portées par des bénéfices, actuellement qui sont au rendez-vous chaque trimestre, mais on a des bourses qui ne font pas de cadeaux, qui ne sont pas complaisantes. Nous aurons à partir de mi-juillet une nouvelle saison de publication des résultats qui commence. Et là, il sera important évidemment que ces entreprises redélivrent une nouvelle fois. Aujourd'hui, paradoxalement, les résultats de certaines entreprises deviennent des faits économique en tant que tel. On a vu Micron la nuit passée, on a vu Nvidia aujourd'hui, est presque un indicateur économique en lui-même, en ce sens que c'est un baromètre en tout cas de la santé financière, en tout cas d'une économie, puisque une thématique qui est devenue omniprésente dans nos économies et dans différents secteurs d'activité, l'intelligence artificielle. Pour conclure, Michael, l'adage « Sell in May and go away », finalement, moi je ne comprends pas trop. Non, vous savez, ce sont des adages qui parfois, effectivement, sont valides, mais ça fait partie un peu du folklore financier. Et de toute façon, même si ça peut se révéler vrai, je dirais, à plus de 50%, vous savez, moi j'invite véritablement les investisseurs à avoir une vision de moyen terme, de long terme, et ne pas trop se préoccuper quand ils sont en vacances des mouvements boursiers. On reverra ça en septembre. On a encore des choses à dire à ce moment-là. De vacances, évidemment. Vincent Juvin, oui, c'est vrai, finalement, voilà. Il faut pouvoir laisser l'été passer et rester investi. Oui, cela étant, ce qui me fait moins être serein durant l'été, c'est d'avoir veillé à une bonne diversification de mes investissements. Si j'étais 100% investi sur le Nasdaq, j'aurais peut-être des nuits un peu plus difficiles en plus de la chaleur. Donc objectivement, je pense qu'on a discuté largement dans cette émission ce soir. Il y a des opportunités dans différents pans de marché. Je pense que plus que jamais, c'est un moment où la diversification est importante et l'aborder de manière intelligente, se rendre compte que actions, obligations, ça ne marche pas toujours. Il faut aller... Et ne pas avoir que de l'or ou que de la Chine dans son portefeuille. Il faut aller au-delà de ça et c'est la meilleure manière finalement de rester investi tout en ayant des vacances sereines. Je renvoie nos auditeurs à leur profil d'investisseurs et à leurs banquiers. Ben voilà qui est entendu. On va tout de suite passer à l'actualité des cryptos. Que fallait-il retenir de toute l'actu des cryptos? C'est tout de suite en 2 minutes. L'euro numérique arrive. La Banque Centrale Européenne est en train de préparer son propre euro digital. Ce sera comme de l'argent électronique utilisable en ligne ou même hors ligne avec votre téléphone. L'idée est bien tout simplement réduire notre dépendance à Visa, Mastercard et aux grandes entreprises américaines. Contrairement au Bitcoin, ce ne sera pas décentralisé, c'est la BCE qui contrôlera tout. Aux États-Unis, par contre, le dollar numérique a été bloqué par le Sénat. Lancement prévu de l'euro numérique, en principe vers fin 2028, début 2029.
Attention à vos plateformes crypto. À partir du 1er juillet prochain, une nouvelle règle européenne appelée MiCA entre en vigueur. Seules les plateformes qui ont obtenu l'agrément officiel pourront continuer à vous proposer des services en Belgique. Si votre plateforme comme Binance, Kraken ou autre n'est pas encore agréée, eh bien elle devra arrêter ses activités ici. Vos cryptos ne disparaîtront pas, mais vous risquez de ne plus pouvoir acheter, vendre ou même les transférer pendant un certain temps. Le conseil, eh bien vérifiez sur le registre ESMA ou sur le site FSMA si votre plateforme est en règle. Si ce n'est pas le cas, eh bien pensez à migrer vers une plateforme sûre qui est déjà agréée. Bitcoin sous les 60 000 $. Et oui, le Bitcoin a replongé cette semaine. La raison principale, le dollar américain se renforce fortement. Et quand le dollar monte, eh bien, les investisseurs préfèrent souvent se tourner vers lui plutôt que vers des actifs risqués comme le Bitcoin. Résultat, le Bitcoin baisse, tout comme l'or d'ailleurs. En résumé, l'Europe accélère sur la monnaie digitale et les régulations, tandis que le Bitcoin souffre du retour en force du dollar. Et puis n'oubliez pas, restez vigilants sur les plateformes que vous utilisez en ligne. Oui, voilà, c'est vrai, il faut rester vigilant parce que la date approche. 30 juin, si vous avez des cryptos sur une plateforme qui n'est pas agréée par l'Europe, qui correspond donc au règlement MiCA, on peut aller vérifier ça sur ESMA. ESMA, c'est l'organisme européen, le régulateur européen des marchés financiers. Faire très attention parce qu'après, sinon, on est bloqué. Ok, eh bien on marque une petite pause et puis on se retrouve avec vos questions de téléspectateurs à nos spécialistes en plateau. À tout de suite. Nous sommes de retour avec vos questions à nos spécialistes en plateau. Et tout de suite, une question de Nicole de Drogenboss pour vous, Michael Petitjean. Le yuan chinois ne menace-t-il pas le dollar américain en devenant la monnaie de contournement des pays sous sanctions américaines, nous demande-t-elle? Alors, c'était une excellente question parce qu'on a vu dès 2024 déjà des opérations qui se font entre des pays très particuliers comme par exemple la Chine et même l'Iran. Et on a vu ces opérations-là s'effectuer effectivement en yuan, qui est la monnaie chinoise. Et même les Australiens, quand ils font leurs échanges avec les Chinois, sont obligés de payer. L'Australie cède un peu à cette pression-là chinoise, d'effectuer donc des transactions internationales, non pas en dollars, mais en yuan. Donc la Chine essaye de remplacer quelque part le dollar américain ? D'une certaine manière, oui. Elle n'a pas la volonté, et ça, on va le voir plus tard, on va le voir dans les graphiques. Elle a l'ambition, en fait, de remplacer le dollar pour des niches bien particulières. Et pour notamment toutes les transactions qui sont, on va dire, qui sortent un peu en dehors des circuits traditionnels. Et le premier graphique qui était intéressant, c'est de montrer que, par exemple, en 2024, l'Iran était parvenu à obtenir des recettes pétrolières à hauteur de 43 milliards de dollars, avec 40 milliards environ, donc 39 milliards qui ont échappé au circuit bancaire américain. À noter quand même que quand ils ont fait le blocus ici à Hormuz, les Américains ont intercepté les bitcoins, parce qu'à un moment, ils se faisaient... Voilà, il y a la deuxième méthode, effectivement, c'est les bitcoins. Mais évidemment, la Chine, elle, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des transactions qui sont effectuées en yuan. La Chine a fait son propre système de paiement concurrent de SWIFT, le CIPS. Oui, le CIPS, c'est le deuxième mécanisme de paiement international qui est en concurrence avec SWIFT. C'est le système mondial. C'est qui est un système mondial. C'est évidemment un système qui est moins développé que le système occidental et qui passe par les réseaux américains. Mais on peut quand même voir dans le second graphique que la Chine arrive quand même à capter une part de ces transferts internationaux via son propre système. Et quel est le but de tout ça alors ? Le but, si vous voulez, c'est de pouvoir non pas remplacer le dollar, parce que le dollar reste la monnaie internationale et pour remplacer le dollar, il faudrait que la Chine accepte de, par exemple, lever ses capitaux, ses contrôles de capitaux. Quand on regarde le deuxième graphique à l'écran, on voit quand même une différence entre le CIPS et le SWIFT. Oui. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors, de ce point de vue-là, il n'y a pas encore photo. C'est pour ça que c'est encore marginal. Vous voyez, c'est quand même un système qui est marginalisé. C'est 40
43 fois plus important pour le système SWIFT en fait. Et quand on regarde le troisième graphique, on voit que le dollar reste ultra dominant. C'est ça. C'est-à-dire que même avec ces tentatives de la part de la Chine de capter des transactions internationales, vous voyez que le dollar reste ultra dominant. C'est 80% des transactions mondiales qui sont effectuées en dollars. Et pourquoi est-ce que la Chine est encore un acteur marginal sur ce plan-là? C'est parce que la Chine veut garder le contrôle de ses capitaux. Elle a très peur des fuites de capitaux qui pourraient être assez rapides, comme on a vu par exemple avec l'Asie du Sud-Est à la fin des années 90. Et ça, elle veut garder le contrôle de ses capitaux et elle ne veut pas que sa monnaie soit totalement flottante. Et tant que ces deux paramètres-là ne sont pas sur la table, le yuan restera une monnaie un peu marginale par rapport au dollar. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël. On va passer tout de suite aux chiffres du jour. Et ce chiffre, Vincent Juvin, c'est plus 20%. 20%, ça correspond à quoi? Expliquez-nous. La nuit dernière, il y avait des résultats d'entreprises qui étaient particulièrement attendus. C'était ceux de Micron et on attendait cette entreprise au tournant puisqu'il y avait des attentes qui étaient tout à fait stratosphériques. Cette entreprise est parvenue à faire 20% mieux, c'est-à-dire 45 milliards de dollars sur le trimestre comparé aux 35 attendus. Elle a confirmé par ailleurs ses plans d'investissement pour le 4e trimestre à 10 milliards de dollars. Elle a confirmé aussi non seulement des résultats ex post qui étaient excellents, donc plus de 20% par rapport aux attentes, mais également ex ante, puisque sur les prochaines années, son carnet de commandes est bien fourni. Et finalement, l'entreprise nous dit qu'elle va pouvoir continuer à ce rythme-là pendant encore un certain nombre de trimestres. Ces résultats étaient attendus. Alors certainement par les actionnaires de Micron, sans doute, et par ceux qui sont évidemment investis dans le secteur technologique, mais plus généralement, c'est un petit peu le canari dans la mine de charbon pour juger du fait si, en tout cas, il y a encore du potentiel dans le secteur de l'intelligence artificielle et si encore certainement au niveau des semi-conducteurs, si les carnets de commandes sont en tout cas suffisamment remplis que pour assurer de la pérennité au mouvement boursier qu'on a vu. Et plus donc là, le signal est très très bon. Le signal est très très bon. On a un secteur qui aujourd'hui fonctionne relativement bien en bourse. Alors relativement bien, un bémol toutefois. Évidemment, la course, je dirais, à la construction de data centers, à la capacité de calcul, amène beaucoup d'entreprises à chercher, en tout cas, à faire feu de tout bois. Et on voit notamment que le prix des mémoires RAM explose, ce qui oblige certains fabricants de hardware à aujourd'hui augmenter les prix. C'est ça qu'on voit sur votre graphique, en fait, dans ces fabricants de puces mémoire, parce que c'est différent. Des RAM qui manquent vraiment, pour l'instant il y a vraiment une lacune dans le marché. Oui, quelque chose qui était historiquement une commodité. La demande est plus forte que l'offre et on voit certains grands noms qu'on voit sur le graphique, Samsung, SK hynix, Micron, SanDisk qu'on avait oublié, qui ne font pas spécialement des puces élaborées, mais c'est plutôt vraiment de la mémoire simple, la mémoire. Voilà, en effet, on est à la recherche désespérée de mémoire. Donc, pour nos auditeurs qui ont des clés USB dans leur tiroir, c'est peut-être... Non, c'est une plaisanterie. Non, clairement. Et c'est ce qui amène des fabricants comme Apple aujourd'hui à augmenter le prix de leur laptop ou de leurs iPads, puisqu'ils doivent refléter simplement l'augmentation du prix de la RAM. On parle aujourd'hui, et c'est ce qui fait baisser le cours d'Apple aujourd'hui, de Ramageddon. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, ne va pas se solutionner. Le prix qui risque d'augmenter. Donc, finalement, la principale menace pour le secteur technologique, c'est le secteur technologique lui-même, c'est qu'il y a aujourd'hui une raréfaction notamment de cette matière première qu'est la capacité de calcul, qu'est la puce. Et là, c'est quelque chose qui va vraisemblablement durer pendant encore un certain temps. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette émission, la dernière de la saison. Tara, un petit mot pour la fin? Mais on se retrouve le 3 septembre pour la rentrée. Rendez-vous à la rentrée. D'ici là, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur notre site ln24.be et sur YouTube également. Excellent été à toutes et à tous. Bel été à tous.